Et nous voilà! Alors déjà Martino, c'est un plaisir de te recevoir. On s'était rencontrés à Cryptoxer justement, cette année, en Oui, janvier, c'est ça, en 2024, ouais. heu Novembre, ouais. et je me rappelais surtout de ton accent, Ah heu bah, ça, et ça difficile de c'est vrai l'éviter. non mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de soleil. Tu es, j'imagine, italien? Italiano, italiano, italiano. Di Firenze, Florence pour ceux qui comprennent. Ah, mais je suis allé à Florence avec ma mère, il y a quelques mois de cela. Écoute, c'est simple, j'ai adoré et je vais te dire un truc, tous les jours, tu vois cette, cathédrale qui trône en plein milieu de la ville, Ouais, je qui est suis d'accord. absolument sublime. Quand je suis parti, je lui ai dit au revoir parce que ça allait me manquer, tu vois? Genre, non, vraiment, elle est là, c'est comme une personne, tu vois? Que tu vois tous les jours et que tu admires parce qu'elle est vraiment, elle a une architecture qui est sublime. On a visité le tombeau des Médicis et cetera. Enfin, au niveau architectural et historique, c'est sublimissime et vraiment quand je suis parti, j'ai dit au revoir parce que genre elle va me manquer, tu vois? Donc très bon souvenir de Florence. Bah, effectivement, pour ceux qui n'ont pas visité, n'hésitez pas. C'est peut-être l'une des plus belles villes du monde. Je dis pas juste parce que je suis né, mais c'est parce que je le pense vraiment. C'est plein de surprises, hein. Toi, tu peux le témoigner. Tu te promènes, tu vois rien du tout parce qu'il y a des bâtiments assez hauts et les rues assez étroites, hein, parce que c'est assez moyenâgeux en termes d'aménagement, les centres-villes. Et puis, bah, en fait, on arrive sur des grandes places immenses avec de la pierre blanche et noire qui est très pratique, enfin, qui est très percutante, voilà, j'ai envie de dire, hein. Donc Ouais. voilà, Magnifique. n'hésitez pas à y vraiment. Le berceau de la Renaissance, des arts, la nourriture évidemment est excellente, mais comme partout en Italie de toute façon. Les gens sont absolument adorables. Donc voilà, très bon souvenir de Florence, ravi de savoir que tu en viens. Hem Alors Martino, on va très rapidement, s'intéresser un petit peu à toi et ensuite on Hmm. s'intéressera, on a une petite demi-heure, on va bousculer un petit peu mais c'est pas très grave, c'est un plaisir. Tu peux nous dire un petit peu, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser au secteur, IA, Web3? Alors, vraiment en quelques mots, bah déjà, bah, je suis un Italien assez passionné par la techno, je l'ai toujours été. J'ai un parcours assez atypique, je fais mes études en plusieurs fois. J'ai commencé installateur d'imprimantes, donc ça date il y a énormément longtemps. Et puis, bah, je suis passé au développeur. J'ai un diplôme d'électronicien, donc je faisais des cartes mères et de la programmation DSP, donc c'est vraiment très très bas niveau, mais en sortant des diplômes, il n'y avait pas de boulot. Zéro, en fait, moi je me suis diplômé pile dans la boule d'Internet, c'était les années 2000, donc c'était les boulots de l'avenir jusqu'au jour où je suis sorti du diplôme où plus personne n'en voulait. Yes! Voilà, et voilà, donc reconverti à l'informatique traditionnelle, je faisais de la maintenance, j'installais des imprimantes, j'installais des PC, des machins comme ça. Je fais quelques années de dev, et puis bah, j'ai décidé de reprendre les études pour monter en grade. Je suis passé chef de projet, je commençais à m'intéresser à la gestion agile, je commençais à faire des interventions en agilité, tout ça, etc. Blablabla. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à gérer des équipes à l'international. Et pareil, on m'a fait une proposition de rejoindre l'équipe de MAPI. Si vous avez utilisé MAPI, vous avez fait la cartographie, vous êtes passé par les algorithmes qui étaient développés dans la boîte dans laquelle je travaillais, et une partie de mon équipe, enfin des équipes que j'avais en qui on travaillait. Et bah voilà, en fait, là, premier contact avec l'intelligence artificielle, donc l'optimisation de parcours, la lecture des photos aériennes pour extraire les graphes euh, des, euh, des parcours, enfin des circuits, voilà, qu'on peut faire les cartes, tout ça, etc. Et en parallèle, du coup, un parcours d'enseignant. Donc, j'ai été enseignant à l'IUT de Laval, affecté à l'Université du Mans pendant 8 ans. Et en 2017, vraiment passionné par la blockchain, j'en faisais déjà un tout petit peu. Je faisais du minage avec un collègue. Je décide de porter ça aux élèves. Donc, grâce au docteur Ixal et au docteur Goons,
on a commencé à créer un programme et en 2017, on faisait des micro-introductions à la blockchain dans le cadre du développement web ou du développement ou de l'hébergement physique. Donc, dans ces deux cadres-là, dans ces deux cadres des cours-là. Et petit à petit, on va dire qu'on se fait connaître parce que dès 2019, j'avais des élèves qui venaient et qui disaient bah, c'est vous le prof qui fait de la blockchain en cours, c'est ça, non? C'est ici, non? Donc c'était assez marrant de voir comment ça a intéressé le monde. Et projet de lancer une école, donc projet de lancer un centre de formation à moi, projet que pour l'instant a été mis à l'arrêt. Donc relancer la partie formation aujourd'hui avec ma société, on fait de l'accompagnement. Donc C'est quoi avec les clients typiquement? comment C'est des entreprises, c'est des particuliers? C'est quoi vos clients? franchement c'est des entreprises. J'accompagne quelques particuliers, mais honnêtement, je le fais au titre bénévole maintenant parce que je me vois mal en fait demander des grosses qualifications pour ça. Un particulier n'aura pas les moyens et puis ça fait concurrence, si tu veux, à mon marché puisque je travaille avec quasi toutes les écoles. J'essaye de les aiguiller vers les écoles partenaires avec qui je travaille. Lorsqu'il y a un particulier qui me demande un accompagnement, euh, il y en a je n'ai accompagné vraiment à titre comme ça, bénévole, une ou deux personnes, mais sinon, je les envoie en fait directement Toi, vers les tu es écoles. assez, tu es assez proche de l'école Alira, notamment? Tout à fait, exactement. Ça fait 2 ans que je travaille avec Alira aujourd'hui. Ça fait plus d'un an et demi que je travaille avec la Blockchain Business School. Ça fait 3 ans que je travaille avec l'Université catholique du Grand Ouest. Ça fait du coup 2 ans que je travaille avec la Paris School Technology of Business. Et l'année prochaine, je devrais prendre la tête du département blockchain et intelligence artificielle. Et ça fait, oui, Alira Blockchain, ouais. Oui, oui, parce que j'en profite en même temps, hein, puisqu'on en parle, hein, pour remercier à nouveau le partenaire historique, hein, de cette émission, l'école blockchain à l'IRA, qui vous offre 100 euros sur l'ensemble de leur formation. Donc prenez rendez-vous directement grâce au lien qui se trouve en description de la vidéo, mais également du podcast audio. Et puis je vous l'ai mis dans les commentaires. Renseignez-vous, il y en a beaucoup des formations, il y en aura forcément une qui vous intéressera et elles sont pour beaucoup certifiées par l'État et très valorisées justement sur le marché de l'emploi. Étant intervenant depuis longtemps chez Alira, je ne peux qu'être d'accord. Après, pour une question de neutralité, je cite aussi les autres. Jérémy, Bien c'est sûr, ben non, mais c'est pas le le. Bien cas, sûr. voilà. Et puis, bah voilà, il y a les Polytech aussi, et l'IA et la Sorbonne, depuis plus d'un an, avec qui on travaille, autre que les centres de formation Ton des expertise à toi, elle est tech, elle est plutôt type écosystème, plutôt général. C'est quoi ton expertise, Alors, toi? ça fait rire les gens parce que c'est un peu tout, j'ai envie de dire. Après, moi, j'aime pas dire expert, j'aime plutôt dire en fait chevronné, saisonné. Je laisserai les gens dire si c'est expert ou pas. En tout cas, j'aime bien partager mon expérience. Et donc, du coup, en fait, j'interviens à différents cadres. Par exemple, avec Alira, j'interviens un peu sous la formation blockchain, je l'ai fait au début de l'année. Là, je suis plus sur la partie gestion de projet et agilité et j'interviens sous les deux cadres, dans la formation sous les parties IA et sous la partie blockchain, mais sous la partie blockchain, plutôt chef de projet On est ou collègues, en fait. consultant. Oui, c'est ça, on est On est collègues en collègues, en fait. Tout à fait. fait. Chez la BBS, je suis plus tech, donc j'interviens sous toutes les formations vraiment LLM et graph, machine learning et tout ça. Donc c'est vraiment plutôt assez tech. Chez AKD, c'est très général, c'est vraiment au niveau consulting, donc on parlera vraiment de différents blockchains, différentes approches, différents tokenomics, machin, donc c'est vraiment très consultant si tu veux. Chez l'IA et la Sorbonne, bah, du coup, c'est vraiment business. J'ai fait, chaque année, je fais 36 heures de cours séparés en 10 conférences de 3 heures et demie, dans lesquelles on parle vraiment de comment lancer un business dans l'IA et dans la blockchain. Donc, c'est vraiment très, très axé business, voilà, proprement dit. Donc, on va dire multicasquette, peut-être trop, ça en fait perdre chacun. Mais bon, bah, c'est que j'ai eu la chance et les malheurs d'essayer plein de voies
Et aujourd'hui, j'aime bien partager. Voilà. OK. Voilà comment j'ai envie de le dire. Très bien. Bah, écoute, merci en tout cas pour cette, présentation. Nicolas te salue. Nicolas Ah, te oui, salue. Nicolas. Voilà. Hem, Oui, je vois. Effectivement, voilà, on l'a pas cité, mais il y a aussi l'IoT d'Angers depuis un an, sur lequel je leur fais une introduction à la blockchain qui va se renouveler cette année aussi. Donc, Nicolas, c'est le responsable du département à l'IoT d'Angers, qui est l'un des meilleurs IoT de France, hein, d'ailleurs. Je crois qu'ils sont casés premier ou deuxième, en tout cas dans les top 3 depuis plusieurs années, selon les étudiants. Donc voilà, on lui fait un petit coucou. allez, on lui fait un petit coucou. Alors, parlons d'Angers un petit peu. Alors moi, j'ai eu Ouais. l'occasion de m'y rendre, à l'occasion de l'inauguration de la deuxième saison de Cube 3. Mhm. J'ai découvert pour la première fois cette ville à cette occasion-là et Ah, on est devenus copains avec Valentin et cetera. Hem, sont beaux les nouveaux locaux, hein. ouais, ouais, bah, ils ont fait, je Ah crois, oui, une nouveau, collab ouais. avec Amixem, donc pour le coup, ils partagent des locaux et des ressources et ça, c'est plutôt bien, notamment en termes de prod et cetera. Hem, toi, tu bosses avec, Cube 3? Vous êtes proches parce que vous êtes dans la même ville ou pas Bah, plus que écoute, ça? si, enfin, enfin, on va dire qu'on est collègues. Après, on bosse pas exactement ensemble. Moi, je bosse avec certaines des boîtes qui sont incubées chez Cube 3. Donc, j'espère qu'à la suite de ces salons, dans lesquels je ne savais pas pour qu'on soit cité, mais merci. Ok. En tout cas, on a eu des relations commerciales avec des boîtes qui ont été incubées chez Cube 3. Après, avec Valentin, on se voit régulièrement aux événements. Ces salons-là, on l'a vraiment construit ensemble. Donc, j'ose imaginer, puisque l'expérience s'est bien passée, que nos rapports commerciaux vont se serrer. OK. Alors donc parlons justement de ce salon, IA Web 3. Ah, ça, c'est les kakémonos de l'année dernière, parce que cette année, en fait, je n'ai pas encore remonté au studio. Donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est mon studio temporaire. Donc, c'est un peu dans les bazars. Désolé hein, pour ceux qui regardent. On sent honnêtement, c'est pas très le plus important, c'est ce que tu as à dire, après le reste, tu vois, moi derrière, c'est pas vraiment chez moi, hein, tu vois? Pas encore. On voit des petits graffitis de Eh temps oui, en oui, temps. non mais le vrai Ouais. chez moi, c'est pas comme ça, le vrai chez moi mais je préfère imaginer qu'un jour ce sera comme ça. Hem, donc je dois et donc parlons un petit peu de ce salon, donc c'est la deuxième édition. Tout à fait. Hem, est-ce que tu peux nous je sais pas, nous pitcher le salon en allez, en 30 secondes? Ah bah oui, bah, moins que ça en fait. Très bien. C'est, euh, notre salon a une devise très particulière et c'est venez appuyer sur le bouton, tirer sur le levier et voir les engrenages bouger. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est un salon dans lequel on met en avance l'expertise factuelle et vérifiable. On veut que les gens puissent venir essayer, découvrir et refaire chez eux. Voilà. Et c'est le premier salon qui va parler véritablement de la convergence entre l'IA et le Web 3, à la fois divergence et convergence, c'est-à-dire en fait ce que la technologie IA toute seule, la technologie blockchain toute seule, la technologie IA et blockchain. Voilà. Alors toi, qu'est-ce qui t'a parce que là, on a compris que tu étais un spécialiste blockchain, mais l'IA, donc tu as sans doute, travaillé avec du machine learning, un peu l'ancêtre de l'IA, notamment dans tes activités chez Schématique. Mappy, voilà, notamment. Mais à part ça, sur, peut-être la nouvelle génération de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui avec le développement depuis 2023, en fait, c'est assez Hmm. récent. Est-ce que comment tu appréhendes justement l'intelligence artificielle et comment toi tu la côtoies au quotidien? Alors, comment je l'ai appréhendé déjà? La passion m'a vraiment été passée par Alexis. J'ai oublié son nom de famille, je suis désolé, c'était un gars avec qui on travaillait chez Mappy. Et du coup, je commençais vraiment à m'intéresser dessus. Je me suis inscrit dès les premières versions publiques. J'ai testé Google T9 dès pratiquement 2017. Je me suis inscrit au bêta de OpenAI. J'ai eu la possibilité de tester Instruct GPT, qui est un peu les grands-pères de ChatGPT. J'ai, c'était un intérêt personnel au-delà du besoin métier, dans lequel, en fait, honnêtement, moi, au niveau métier, je faisais surtout du computer vision. Voilà, c'est surtout ça. Et on faisait un peu de machine learning, mais c'était surtout de l'optimisation. Donc, on faisait pas l'IA comme on l'entend
aujourd'hui en 2024. Donc, c'était autre chose. Mais tout de suite, j'ai commencé à avoir un intérêt. Au bout de quelques années que je rentrais dans la blockchain, on va dire que l'illumination proprement dit est arrivée en 2019. Quand j'ai commencé, ça faisait déjà 2 ans que j'enseignais la blockchain à l'IUT et que ça faisait et j'ai sorti en fait, je sais pas si j'ai sorti ou j'allais sortir de la société Maplink dans laquelle en fait j'avais commencé à bien rentrer. Et à un moment donné, je sais pas, à un moment donné, ça m'a paru évident. Je me suis dit comme ça, j'ai fait, mais en fait, c'est évident, les deux ils vont forcément se croiser, ils ont un intérêt quoi. Et je n'ai parlé à l'interview que j'ai fait chez 20 minutes l'année dernière, justement, dans lequel il y a plusieurs points de convergence entre l'IA et la blockchain. On parlera des convergences techniques, parce que les deux, en fait, ont besoin de traiter un nombre très important de données en très peu de temps, ont des contraintes d'exécution. Il faut que ce soit optimisé au maximum, que ce soit donc des exécutions les plus unitaires possibles. Donc, on parlera des processeurs, on parlera de processeurs des calculs pour l'IA, on parlera donc des fragments d'exécution pour la blockchain. Et aussi, la raison même, les racines en fait de leur existence, c'est la data, pour les deux cas. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de rapprochements et ça m'a vraiment sauté aux yeux et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui fait que les deux devraient travailler ensemble? Pourquoi en fait, pourquoi ça sera forcément une évidence? Aujourd'hui, en 2024, j'y arrive plutôt bien, il faut le dire honnêtement. Jusqu'à 2022, j'avais une intuition, mais je n'arrivais pas vraiment à la dire. Je voyais en fait les rapprochements techniques, mais je n'arrivais pas à trouver un rapprochement fonctionnel entre les deux. Et c'était vraiment en fait avec la compréhension profonde en fait de comment ça fonctionne la tokenomics de la blockchain que j'ai vu en fait que l'IA va bouleverser les mondes de demain. Et il va le bouleverser en fait en détruisant tout ce qui est les piliers de la société moderne. C'est-à-dire en fait qu'est-ce qui est crédible et ce qui n'y est pas. Et là, du coup, quand on voit que on a potentiellement une technique, une solution qui peut détruire les tissus de base de la société, qui est la confiance dans tout ce qu'on voit et on écoute, l'intérêt en fait d'une technologie qui nous permet de certifier l'origine et la présence de quelque chose, bah, ça devient essentiel. Tu vois, moi, ce que j'ai commencé dès 2023, fin 2022, début 2023, je commençais à parler justement de cette approche-là, du fait que l'intelligence artificielle a le pouvoir de réécrire l'histoire. J'ai d'ailleurs fait les keynotes sous les salons cette année, dans lequel j'ai dit l'intelligence artificielle peut voyager dans les temps, peut les venir au passé. Ça paraît absurde dit comme ça, mais en fait, tu verras, Jérémy, c'est assez véritable quand on compare ça au fait que l'intelligence artificielle produit tellement de contenu de façon tellement convaincante qu'elle pourrait en fait nous convaincre dans le futur des différentes façons dont se sont passés les événements passés. Parce qu'en en fait, elle va produire tellement de contenu, tellement de contenu convaincant, que si elle commence à nous partager des millions de photos des Trump, qui sais-je, bah, j'en sais rien, que Elon Musk devienne président, et qui commence à créer du contenu qu'Elon Musk est devenu président en 2019, dans 30 ans, on y croira. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est seulement dans le cadre d'une super intelligence qui décide de créer son propre contenu en s'exonérant complètement des sources existantes. Plus que ça. Ça, c'est malheureusement, c'est le problème, c'est que on se rend compte aujourd'hui que les gens utilisent de plus en plus l'IA, voire pour la remplace en fait les cerveaux de l'humain. Et si moi j'écris beaucoup, si j'écris une fausse news et je l'écris beaucoup, beaucoup de gens vont la répondre sans la vérifier. Mais donc, c'est pas l'IA, c'est toi. Mais c'est moi. Mais ça peut être une IA aussi. Parce qu'en fait, l'IA va refactoriser ce que sont les informations qu'elle trouve. Si on laisse les humains créer beaucoup de contenu de l'IA et ne les vérifie pas, eh ben, Ah, mais la c'est ça. flemmardise va nous tuer, en fait. Non, mais Voilà. c'est intéressant comme discussion, mais à moins d'une super intelligence qui est capable Mm. de prendre des décisions par elle-même et elle-même de créer des contenus qu'elle va rendre viral, etc. Mais à moins de ça, mais qui peut arriver, hein, enfin, Mm. c'est tout à fait possible, mais à moins qu'elle n'arrive là, dans ce cas-là, ce ne sera pas l'IA. L'IA ne sera que le réflecteur de de ces fake news écrites en masse pour inonder, viralité, et à un moment donné, l'IA, faute d'avoir pu filtrer le vrai du faux
alors qu'aujourd'hui, elle filtre déjà le bien du mal. Oui, ChatGPT est évidemment orienté politiquement, mais au moins le vrai du faux, elle essaye, tant bien que mal, parce qu'il de n'y le a pas trop séparer. d'intérêt encore aujourd'hui, Jérémy, en fait. Tu Cette disais? IA, je veux J'ai dire, pas il n'y a entendu. pas trop d'intérêt encore aujourd'hui, mais en fait, cette IA est une vérité absolue qu'elle va exister. Alors justement, moi j'appelle ça en fait les basilisques de Rocco. Les basilisques de Rocco en fait est un exercice mental qui dit qu'une IA super puissante prend conscience d'elle-même et punit dans le futur tous ceux qui ont conscience de son existence et qui ne l'ont pas aidé à développer ses plans. Cette IA surpuissante en fait, si on n'agit pas avec la blockchain, c'est une réalité qu'elle va forcément réussir. Et ça me rappelle, je vais te redonner la parole, mais ça me rappelle une vidéo que j'ai trouvée absolument brillante sur la boîte de trombone. Oui, voilà, c'est Où trop en bien. fait, L'usine à pour trombone, tout pour à fait. expliquer à tout le monde, en gros, en gros, tu demandes à une IA de développer une entreprise de trombone et en fait de maximiser, les profits de l'entreprise et au départ, elle va simplement trouver des mécanismes qui vont permettre d'optimiser les coûts, de rationaliser les agents, de trouver, les mécanismes de production les plus intéressants et en fait, in fine, à la fin de la vidéo, je vous spoil, hein, évidemment, en gros, elle va même mettre fin complètement à toute l'humanité parce qu'elle consomme un carbone qui potentiellement, elle, pourrait lui être utile pour fabriquer plus de trombones. Tout Alors à évidemment, on est dans une hypothèse maximaliste, mais ça revient sur ce que tu disais un petit peu. Oui, et je suis complètement d'accord. Alors pourquoi en fait, avant d'être une vidéo, en fait, l'usine à trombone est un exercice philosophique qui prédate l'IA, les dates de, je ne vais pas dire des conneries, mais je crois que c'est 20 ans déjà que l'exercice a été réfléchi. Et en fait, ça explique la différence entre les goals, les buts qui se donnent à un être humain et une machine qui sont beaucoup trop simplistes en fait. Nous, quand on fait quelque chose, en fait, on a plein de goals en tête. On n'a pas juste. Moi, je peux prendre une personne et lui dire, tu es responsable de cette usine à trombone, il faut que tu maximises tout ça. Mais cette personne, elle a implicitement une série de goals qu'on n'y réfléchit même pas en fait. Il faut, comme goal est là, le fait que bah, de temps en temps, il faut qu'elle dort. Et puis, bah, il faut que de temps en temps, elle mange. Et puis, bah, il faut rentrer à faire du bien à la famille. Il faut que je passe du temps avec mes enfants. Il faut que. En fait, quand je prends un directeur d'usine, quelqu'un humain, il a effectivement, allez, 70% de son cerveau, il est occupé à faire un maximum de trombone, mais il y a 30% de goals implicites qui viennent en fait de notre culture, de notre société, de notre savoir-vivre, du fait que on est des êtres sociaux et tout ça, etc. Donc il y a beaucoup de goals en fait qui sont dans les cerveaux d'un être humain, en plus en fait de l'objectif professionnel qu'on se donne ou qu'on reçoit par-dessus. Inia est très différente de ça parce qu'en fait, elle n'a aucune goal implicite. Elle ne contient en fait qu'une, on va dire, fonction de coût, okay, une fonction de reward qui on lui donne, qui est forcément simpliste. Elle va avoir 3, 4 goals. Et tous ceux qu'on lui donne pas, ben, en fait, ils sont sacrifiables. Donc cette IA, elle est dangereuse, pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'en fait, elle a été dangereusement configurée en fait. Voilà. Ouais, Là, ouais, c'est là, ça. Ouais. là, on C'est est. intéressant. C'est là où le rôle finalement de l'humain, c'est justement de savoir anticiper tous les points de failure entre guillemets de l'IA qui peut mener à des résultats contre-productifs. Mais le problème, c'est que c'est par nature impossible, puisqu'en fait, il faudrait tous les anticiper, alors que l'intelligence artificielle n'a, elle, à en trouver qu'un seul. Et ça, finalement, c'est intéressant parce que ça nous amène à cette chasse, enfin à cette course entre le cyberhacker et la cybersécurité, où l'un a besoin eh bien, de régler, enfin d'anticiper tous les points of failure, alors que le hacker, lui, n'a besoin d'en trouver un seul. Euh, Mais tu vois, en fait, ce que tu t'en soulèves là, en fait, ça concerne les IA que moi j'appelle ouvrières. Parce qu'en fait, on est dans le cadre des IA passives, c'est-à-dire en fait que moi, depuis 2 ans, j'essaye de faire intégrer par les acteurs du marché une nouvelle classification qui est au-delà de simple IA générale faible et forte. J'appelle ça les IA assistives et les IA ouvrières. Et en fait, la différence principale entre les deux, c'est que les IA ouvrières, elles sont passives, c'est-à-dire en fait qu'elles reçoivent les objectifs de la part de leurs concepteurs
Elles reçoivent les données d'entraînement de la part du concepteur et elles ouvrent en fait, donc c'est pour ça que je l'appelle les ouvrières, elles ouvrent pour obtenir les résultats passivement, c'est-à-dire en fait qu'on lui donne la base d'apprentissage, on lui donne les objectifs à atteindre et du coup on lui donne là où les opérer. Donc c'est un peu un ouvrier en quelque sorte. Très intelligent, mais c'est un ouvrier parce qu'en fait, il ouvre de notre compte. Ok. Les intelligences assistives, c'est un autre concept, aujourd'hui science-fiction, sur lequel en fait j'ai fait les keynotes d'ouverture du salon. Ce sont des IA en fait qui choisissent elles-mêmes les données d'entraînement et choisissent elles-mêmes ses objectifs. Donc en fait, c'est un peu comme un humain, en quelque sorte. Ces IA-là sont, du coup, ne sont pas implicitement dangereuses. Alors en fait, paradoxalement, si on lui donne plus d'intelligence, l'IA est moins dangereuse. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'IA ouvrière est dangereuse parce qu'en fait, elle va maximiser les résultats, mais en fait, nous sommes responsables de ces résultats qu'on lui donne. Quoi. Donc, l'exemple de l'usine à trombone est très bien choisi parce que ça représente très bien les dangers d'une IA ouvrière. Ses objectifs, ils sont mal spécifiés. Elle maximalise son travail, quitte à nous nuire. Donc, ça veut dire que ses objectifs ont été mal spécifiés. Une IA assistive est différente parce qu'une IA assistive, littéralement, elle vit aux côtés de nous, elle observe le monde exactement comme nous, elle choisit ce que lui plaît faire dans le monde et elle s'entraîne en fait. Donc c'est littéralement une entité, c'est pratiquement pas une entité biologique, c'est pratiquement une entité synthétique. Ok. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, Jérémy? très bien, très bien, très bien. Alors Donc, typiquement, comment justement la blockchain peut nous aider? peut Ah bah nous ça, aider? merci pour cette question. En fait, la blockchain, pour moi, ça sera là, c'est évident que c'est la killer app. En fait, tu vois, on a eu Internet, on savait pas trop quoi en faire jusqu'à ce qu'ils sont arrivés les moteurs de recherche. On a eu Internet 2.0, on savait pas trop quoi en faire jusqu'à ce qu'ils sont arrivés les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en fait, on a la blockchain. Hein, je veux dire un truc qui va pas être trop aimé par mes camarades, mais la blockchain est très souvent une solution en cherche d'un problème. Marketing. Aujourd'hui, voilà. Ouais. Et ok, attention, on a trouvé des vrais problèmes que la blockchain résout. Ok, donc là, après les parcours chocs, après, on va dire la phrase choc que je viens de dire, je vais la mitiger, ok, parce que je suis quand même un acteur de la blockchain, donc j'y crois beaucoup, ok. Mais du coup, en fait, la blockchain a trouvé des problèmes, mais n'a pas encore trouvé les problèmes, qui fait que les gens véritablement vont comprendre que c'est d'intérêt global et général. Et moi, je suis persuadé que la blockchain trouvera les vrais problèmes lorsque l'IA va réécrire l'histoire parce qu'elle en a les pouvoirs. Et la blockchain, grâce au fait que ça nous permet de reprendre en main notre histoire, parce qu'on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas réécrire la blockchain, ok? Grâce au fait qu'on reprend l'histoire grâce à la blockchain dans un monde dominé par l'IA, c'est ce qui va nous permettre de nous réclamer notre liberté d'expression et notre droit. Alors, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que ça nous ramène à une théorie de blockchain comme une machine of truth. Hmm. J'aime bien, je trouve que c'est intéressant, notamment le côté irréversible, etc., etc. Mais fondamentalement, euh, l'histoire, elle est écrite par certains, elle est discutée par d'autres, elle est challengée. Parfois même, on se rend compte que c'était pas exactement ce qu'on nous avait dit. Hmm. Est-ce qu'il y a qu'une seule vérité? Et dans ce Non. cas-là, est-ce que la blockchain, en fait, elle va pas juste permettre de faire la différence entre ce qui a été euh, apporté par un individu humain et ce qui a été apporté par une intelligence artificielle? C'est exactement comme ça que moi je le vois. Vas-y, Jérémy, je t'en Non, prie. non, non. En fait, c'est-à-dire que je suis pas. Enfin, pour moi, l'idée de dire que la, 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 la blockchain va nous empêcher de réécrire l'histoire, non, on la réécrit tous les jours, l'histoire, par définition. En revanche, le fait qu'elle puisse séparer justement un contenu qui a été écrit par un humain et Hmm. un contenu qui a été écrit ou diffusé, ou peu importe, hein, quel que soit le format, ça peut être audio, vidéo, peu importe, hein, et qui a été construit en tout cas par et exclusivement par une intelligence artificielle, là oui, potentiellement,
potentiellement, il y a un use case, mais je te laisse peut-être développer Ok. là-dessus. Alors, ce que je voulais dire, alors, je suis presque sûr que je ne vais pas dire réécrire l'histoire, mais en regardant les lives en feedback, on verra si je me suis trompé ou pas. Donc, si je me suis trompé, ce que je veux dire, c'est que la blockchain ne devrait pas et ne va pas empêcher de réécrire l'histoire. Ce que je dis, c'est que la blockchain va nous permettre de nous réapproprier l'histoire. Et c'est pas la même chose. Réapproprier l'histoire, ça veut dire en fait que on saura qui a fait quoi. En fait, ce n'est pas parce que je l'écris sur un livre que cette histoire est forcément la vraie. Okay. En revanche, on pourra savoir qui l'a écrit. On a en fait, l'IA peut réécrire l'histoire aujourd'hui parce que rien ne l'empêche de dire quelque chose sans qu'on puisse savoir qui l'a fait. Demain, la blockchain va nous permettre de nous réapproprier l'histoire dans le fait qu'on a une certitude absolue de l'origine de quelque chose qui a été dit. Ouais, mais là, ça nous amène à un autre problème. On arrive à un système permissionné où en fait, il va y avoir des personnes qui auront autorité à écrire l'histoire, et ceux-là, on pourra tracer leur écrit, leur production, etc. Oui. Et puis, on aura les autres qui n'ont pas la permission d'écrire l'histoire. Alors, quand on dit l'histoire, il faut bien le comprendre, rassure-moi, que c'est une métaphore. C'est pas Oui. forcément l'histoire des événements. Ça peut être n'importe quel contenu, vérifier s'il est original ou s'il est créé par Ça l'intelligence. peut être même les événements. Parce qu'en Non, mais fait, c'est pas seulement ça. ouais. Enfin, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer juste Mm. avec la matière académique qui est Oui. l'histoire. Je pense que c'est tout. Ça peut être la science, ça peut être n'importe quoi. Tu es d'accord avec moi? Bien. Et donc, je disais, le risque avec ce système-là, c'est que on va devoir partir sur un système permissionné où il y aura des créateurs de contenu autorisés qu'on pourra tracer dans l'ensemble de leur production, et on aura des créateurs de contenu non autorisés dans lequel il y aura l'intelligence artificielle, mais dans lequel, je te donne un exemple tout con, comment tu feras la différence entre un anonyme, même pas doxé, qui écrit un contenu sur Internet, et une intelligence artificielle qui va créer des millions de profils tout aussi anonymes. Comment tu vas faire la différence entre les Et deux? bah, en fait, ça ne change pas beaucoup de ce qu'il y a aujourd'hui, honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup d'anonymes qui ont des compétences exceptionnelles, mais qui sont inconnus. Ouais, Et il y a beaucoup, en fait, des savants qui finalement, ils écrivent beaucoup de bêtises. Mais ok. comme ils sont savants, ça reste les mêmes. La différence, là, ça va être dans le fait que on va devoir tomber sur quelque chose de permissionné. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire, en fait, que par contre, on va autoriser ou pas autoriser. La différence, c'est tout le monde sera autorisé, mais en fait, on va partir sur un système qui va englober par défaut les DID, donc les Digital Identity. Pour Ok. moi, les pseudonymes, en fait, n'a pas de futur, parce que le problème du pseudonyme, c'est que, ok, ça historise, mais ça ne sécurise pas. Si on veut sécuriser, en fait, on n'a pas besoin de permission, mais on a besoin d'identifier. C'est une nécessité. Donc, on va partir sur quelque chose qui est, moi j'appelle aujourd'hui en fait les proof of work mental, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Une personne, comment est-ce qu'on détermine si c'est un expert? On détermine que c'est un expert parce qu'en fait, il a beaucoup écrit, beaucoup publié, il en parle beaucoup, il fait beaucoup. Donc, en quelque sorte, en fait, c'est un peu comme s'il avait une grosse machine, un gros hash rate, et il fait beaucoup de blocs grâce à sa connaissance. Okay. Donc, il fait la chaîne la plus longue. Donc, il a fait beaucoup de publications, beaucoup de machines. Donc, il fait la chaîne la plus longue. Donc, c'est donc une autorité dans son domaine. Donc, aujourd'hui, le monde, il fonctionne par proof of work intellectuel. On va dire ça comme ça. Demain, en fait, ce système-là ne peut pas fonctionner parce qu'il y a l'arrivée de l'IA. L'arrivée de l'IA nous défonce. Voilà, il va forcément faire la chaîne la plus longue. Donc, on ne peut pas utiliser comme ça. Un phénomène, par exemple, qui est classique aujourd'hui, qui est utilisé, c'est vérifier multiples sources pour vérifier si quelque chose est bon. Ça paraît un bon réflexe, mais dans un monde où c'est l'IA qui prend le relève, ce réflexe devient un paradoxe. Parce qu'en fait, on va privilégier la quantité de l'information à la qualité de l'information. Donc, on peut faire changer d'avis les gens par le simple fait qu'on fait de la quantité. Donc, on va devoir passer du proof of work intellectuel au proof of stake intellectuel. Donc, qu'est-ce que c'est les proof of stake intellectuels? En fait, c'est des origines, donc des gens identifiés aujourd'hui dans le monde
et qui donc approuvent, endossent, donc stake leur réputation sur quelqu'un d'autre. Et grâce à ce système-là qui va être certifié par la blockchain, et bah ok, l'IA peut créer des millions de profils et se stacker elle-même, mais moi, être humain, j'ai fait confiance à ce qu'il a stacké Jérémy. Ouais, je vois. Tu vois C'est ce que je veux intéressant. dire? Ouais, je vois, je vois. C'est intéressant. OK, bah, merci en tout cas pour ces précisions. On va revenir un petit peu sur le salon là. Oui. Il nous reste non, 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 mais j'avais envie aussi d'avoir cette discussion avec toi parce que c'est pas le tout de parler d'événementiel, mais parlons aussi un peu d'IA et de Web3. Donc non, je suis très content de cet échange. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu veux peut-être nous faire un retour d'expérience de ce salon? Comment ça s'est passé? Et quelle est peut-être la chose que tu as au cours des différentes conférences, des différents échanges, quelle évolution entre cette édition-là et celle de l'année précédente? Ok, bah, la première chose, c'est le public. L'année dernière, on a surtout attiré des professionnels. Cette année, on a attiré beaucoup plus des curieux, ce qui était le but du salon. On veut vraiment démocratiser. Après, la deuxième chose, c'est la progression fulgurante de exposants. Là, vous avez celui de l'année dernière. On était très fiers de celui-là, mais cette année, en fait, on en avait 36 d'exposants. Donc, c'était vraiment beaucoup plus rempli. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? On a eu, donc l'année dernière, on a fait surtout des tables rondes et un hackathon. Cette année, on n'a pas refait l'hackathon. On refera l'hackathon, mais comme un événement séparé au cours de l'année. Donc, on est en train d'en discuter avec une bonne blockchain en ce moment. C'est en discussion. Donc, ça va être annoncé, j'espère, bientôt. Et donc, plutôt que faire un grand événement avec qui était donc un hackathon et un événementiel cette année, on a décidé de vraiment focus l'événement sous les deux métiers de l'IA et de la blockchain à 360 degrés. Donc, on a fait un forum de l'emploi dans ce domaine-là. On a fait des conférences, on a fait des ateliers. On avait plus de 50 ordinateurs à disposition des visiteurs. Donc, ils pouvaient vraiment, non seulement après avoir fait une formation avec un des intervenants, ils pouvaient prendre une machine et commencer à l'essayer. Ils étaient en free access. Donc voilà, on a poussé les salons plus dans les parties vraiment pratico-pratiques. On voit les acteurs, on peut tester leurs solutions, on peut éventuellement trouver les jobs de ses rêves là-dedans. On peut voir les startups qui sont en cours de lancement, donc on voit ce qui nous réserve le futur. Donc en fait, on est les présents, les jobs, les futurs, les startups, les passés, qui sont les acteurs. Donc on est vraiment les salons étaient vraiment centrés sur ces deux métiers-là à 360 degrés et on sépare les hackathons, qui est donc en plus un événement qui sert à permettre de faire arriver de nouveaux arrivants plus tardivement. Merci Mazna. et, et puis bah voilà, donc j'ai envie de dire Et ça. alors, quelle est peut-être la startup, l'innovation qui t'a peut-être le plus marqué pendant le salon? Alors, on a un gagnant du concours des startups, l'excellent jury que nous avons sélectionné, nous a sélectionné CodeNect des Francis Hachem, qui est donc très très prometteur même selon le jury. Après, moi personnellement, j'ai un coup de cœur pour AlphaPen, qui est donc une startup de IA analogique, ça que j'aime bien en fait. C'est ça unit le fait d'utiliser un stylo à l'ancienne, vraiment comme crayon papier, mais en fait, ce qui digitalise en parallèle, grâce à des protocoles de machine learning, tout ce qu'on fait derrière. Donc ça, j'aime bien parce qu'on a le côté analogique et digital, donc je trouve ça très très prometteur. J'aime bien les côtés aussi, la startup Memory Connect de Julien Cosme, parce que bah voilà, en fait, on parle souvent de ce que la blockchain peut nous apporter dans notre quotidien. Memory Connect nous rappelle que la blockchain nous suit et nous apporte aussi même quelque chose dans l'au-delà, au sens propre du terme, parce que c'est du contrat d'obsèque. Donc je trouve ça vraiment sympa du fait que la blockchain nous donne une sorte de perpétuité. Donc voilà, c'est au-delà de nous-mêmes, en fait, c'est ça qui est assez innovant. Mais en fait, on pourrait toutes les citer. Hein. Non, Il y mais en justement, on n'a pas le temps, non. Non, non, mais je t'en ai demandé une, t'en as dit deux, c'est bien. Et après, j'invite évidemment, je pense que la liste est disponible sur Internet s'ils veulent aller se... En fait, on a fait 11 interviews, non, 18 interviews
Donc, tous les porteurs de projets, ils seront publiés sur les sites internet. OK. Et Bah, j'ai mis le lien en on description de la vidéo YouTube, hein, si vous voulez aller vous, regarder le déroulé, et les retours. Il y aura une édition 3. Oui, il y aura une édition 3, c'est certain. Les recrutements pour les sponsorats ont déjà commencé. En fait, ils ont commencé même avant le début de l'édition 2. Et voilà, donc n'hésitez pas parce qu'on donne les meilleures offres maintenant pour vous positionner. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'imagine que les gens renouvellent directement. Bah, écoute, regarde, on a eu à peu près 80 billets de l'édition 2 qui ont été achetés entre les mois d'août et les mois de septembre par les anciens qui sont venus à l'édition 2, alors qu'on ne savait pas quand on allait les faire et où on allait les faire. Si ça, en fait, ce n'est pas... En fait, pendant le mois d'août, on a fait une vente privée des billets. On vendait des billets à 10 euros. Et en fait, on disait, on vous vend les billets à 10 euros contre 53. Mais par contre, on vous les dit, on ne sait pas quand on va les faire et on ne sait pas où on va les faire. On a vendu 80 billets comme ça. Ouais. Ça montre, en fait, si tu veux, vraiment la confiance que les visiteurs nous font et l'engagement, en fait, qu'on a. Et je pense qu'on va faire la même chose cette année. On va, je pense, peut-être commencer à vendre des billets presque limite de janvier. On va faire des billets, genre, à des prix complètement irrisoires. Allez faire quelque chose de plus gros, ou vous allez faire à peu près la même chose. C'est quoi vos ambitions pour la prochaine Eh édition? ben, on souhaiterait arriver à terme à quelque chose de relativement gros, mais sans jamais devenir un Vivatech. Parce qu'il faut pas oublier en fait que l'âme du salon IA Web 3, c'est d'aller à la rencontre des acteurs locaux. Donc, on est bien content si on a un Microsoft un jour qui se ramène, mais il faut qu'il y en ait un des grands acteurs, maximum deux, pour donner de la visibilité. Nous, on va chercher plutôt les petits acteurs. Donc, on sera toujours proche voilà, de la région, du département. Après, oui, si un jour on arrive à remplir on arrive à faire, avec des petits acteurs, on arrive à faire un palais des congrès, on va pas pleurer, hein, ça c'est évident. Mais on ira toujours privilégier les petits acteurs par rapport aux grands acteurs. Merci beaucoup Martino. C'était hyper intéressant. Écoute, tu n'as pas démérité ta réputation. J'ai apprécié notre échange. Merci C'était beaucoup, Jérémy, ça me touche super aussi. intéressant. Je suis pas un grand spécialiste de l'IA, mais je m'y intéresse de plus en plus, et notamment grâce à ce type d'échange. Je trouve ça cool parce qu'on va au-delà finalement de la technologie. On va vraiment quasiment sur de la philosophie, Ah bah, clairement. et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ben, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite de tes activités. J'essaierai de venir l'année prochaine parce que tu m'as vraiment donné envie Ah, sympa, sympa. de venir. Est-ce qu'on te voit? Oui, bah donc on se voit à CryptoXR, tu as Ouais, confirmé. tout à fait. Je serais très heureux de te retrouver là-bas. Et puis, eh ben, je Venez te nous dis, visiter au stand. Venez nous visiter au stand. On aura bah, un petit stand. évidemment, évidemment, on viendra. Et ben voilà, bah, passe une excellente journée et puis à bientôt. Je vais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont écoutés ce matin, mais également celles et ceux qui le feront en replay. L'émission est disponible sur YouTube, mais également en podcast audio sur toutes les plateformes habituelles. Je vous les mets ici pour que vous les ayez. N'oubliez pas, et c'est très important, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Pour nous, c'est très important en termes de référencement. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un numéro en anglais où je recevrai le cofondateur de Atom Protocol, avec lequel on va parler du nouveau stablecoin natif sur Multiversix, le Hush. Je recevrai également Joachim qui viendra nous parler événement aussi, puisqu'il organise un événement à Londres, X-Cities, un événement communautaire et tech, donc assez intéressant. Et puis vendredi, gros numéro dans lequel je recevrai Charles Guillemet, CTO de Ledger, avec lequel on discutera évidemment de son parcours, des projets de la licorne française et de sa vision justement de l'écosystème. Voilà pour le programme des prochains jours. Je vous souhaite à toutes et toutes de passer une excellente journée. À bientôt et salut Martino.